Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. En ce mois de mars, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur des personnages féminins qui m'ont marqué ces dernières années, vraiment quelques années. Je ne suis pas retournée trop en arrière. J'ai vraiment pris les personnages féminins qui m'ont marqué assez récemment. Des lectures qui datent peut-être de 2-3 ans maximum ou de l'année dernière. Voilà, alors si vous attendez à trouver des héroïnes toutes gentilles, toutes mignonnes, ou voilà, qui ne pensent qu'à faire le bien, ça va pas trop être le cas. J'ai vraiment pris des personnages qui sont très ambigus, et dont justement l'ambiguïté m'a énormément plu. Alors, je vais commencer avec le premier roman, Conjuration de Bleuen Guillou. Le tome 1, c'est Otage de l'Empire aux éditions Naos. Vous m'excuserez, je ne l'ai pas dans les mains parce qu'il est rangé en hauteur, donc j'ai pas réussi à l'attraper. Conjuration, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière. La suite doit sortir là en mars. Nous sommes dans un monde de fantaisie mais d'inspiration romaine. Alors, on a vraiment l'impression d'être dans l'Empire romain, sauf que l'Empire porte un autre nom. Et au tout début, on assiste à la fin d'un royaume qui est envahi par cet empire, au massacre de toute la famille, à quelques exceptions près. Et notamment Livia, la petite fille, la petite princesse, la plus jeune, qui est emmenée en tant qu'otage, d'où le titre otage de l'Empire. Son frère aussi va être emmené en tant qu'otage. Alors, comme il fait ça un petit peu comme à l'ancienne, quand on avait des otages royaux ou de nobles, c'est-à-dire qu'on essayait de les... Ils étaient quand même intégrés à la cour, à la royauté. Ils avaient droit à tous les privilèges qui étaient dus à leur rang. Mais c'est vrai qu'en cas de déconnade de la part de leurs parents, ça pouvait très mal finir. Mais voilà, le but, ils ne vivaient pas pauvrement, ils n'étaient pas enfermés en prison. Voilà, ils avaient quand même tous les privilèges qui étaient inhérents à leur classe. Et là, Livia, effectivement, elle a bénéficié de tous ces avantages. La preuve, quand on la retrouve des années plus tard, elle est même fiancée au fils de l'empereur. Alors, le seul problème de Livia, c'est Agrippine, la fille aînée de l'empereur. Et là, à la différence de la Rome antique, c'est le premier-né qui va prendre la suite de l'empereur ou de l'impératrice en place. Donc là, ce sera Agrippine, puisque c'est elle la première-née. Donc elle a été élevée depuis toute petite pour être impératrice, et ça s'est toujours très mal passé avec Livia depuis qu'elles sont enfants. C'est-à-dire que Agrippine avait tendance à la harceler, à être vraiment méchante avec elle, et il y avait toujours son frère qui venait, le frère d'Agrippine, qui venait la défendre. Ils sont désormais fiancés, ce qui ne plaît pas du tout à Agrippine. Donc on est vraiment dans une ambiance romantique, on assiste à des jeux dans l'arène, il y a la garde rapprochée, et puis malheureusement l'empereur meurt assez soudainement, de façon un petit peu quand même pour moi mystérieuse et pas très claire, parce qu'il était en pleine forme et voilà, il meurt de maladie quand même très rapidement. Donc c'est Agrippine qui doit monter sur le trône, ce qui n'était pas vraiment prévu dans les plans de Livia, parce que bon, elle craint Agrippine. Et on a vraiment deux personnages féminins qui sont de caractère très fort. Je vous avoue que quand j'ai lu le résumé du livre, je me suis dit, ah là, je vais pas les aimer, parce que les gens qui cherchent le pouvoir à tout prix, c'est pas franchement les personnages vers lesquels je vais le plus facilement, c'est pas vraiment ceux qui m'intéressent le plus. Alors les gens qui se retrouvent avec du pouvoir sans l'avoir voulu, ou alors qui sont personnages secondaires, ça peut être intéressant, mais voilà, parler de deux femmes qui veulent le pouvoir, ça m'intéressait moins. Mais en fait, c'est très bien amené, puisque Livia, en fait, c'est pas tant le pouvoir qui l'intéresse que sa survie, et la survie aussi de son royaume, hein, qui existe toujours malgré tout. Et puis Agrippine, on se rend compte qu'elle est un petit peu paranoïaque quand même. Alors on se dit, bah oui, l'exercice du pouvoir, on se rend compte que c'est pas quelque chose de facile, et que ça peut vite rendre fou, voire effectivement paranoïaque. Elle se méfie de tout et de tout le monde, mais à un point où, oui, c'en est presque maladif, effectivement. C'est presque, oui, de la vraie paranoïa. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la confrontation de ces deux caractères, parce que même si Livia est plus sympathique, parce qu'on comprend que voilà, elle a été otage, elle n'a pas toujours eu une vie facile, et puis il y a quand même encore des gens de sa famille qui vivent toujours, donc elle veut aussi les protéger.
Et vraiment, c'était bien fait. En plus, les relations sont assez libres. Voilà, il y a quelques histoires d'amour, mais c'est pas le principal de ce roman. Et voilà, j'ai vu la fin. Je suis curieuse de voir où l'autrice va nous emmener. En plus, c'est une duologie, donc ça va se terminer voilà, très vite. Donc normalement, je reçois la suite au mois de mars, donc je vous en reparlerai lors d'un point lecture, mais vraiment, ce sont deux personnages féminins qui m'ont beaucoup plu, et je me dis, est-ce qu'on va peut-être davantage voir Agrippine dans le tome 2, voir un petit peu ce qu'il a, voilà, la rendre peut-être plus sympathique. Alors, ça m'avait fait sourire parce que Naos avait fait une story sur Instagram, il fallait noter quel personnage on préférait parmi les 4 personnages principaux. Moi, j'avais noté Livia. Le personnage principal préféré, c'est Agrippine. C'est pas la plus sympathique pour moi, mais parce que Livia, on comprend pourquoi. Agrippine, oui, on se rend compte que toute petite, elle a été formée pour être impératrice. C'est pas forcément évident. Elle a apparemment reçu d'amour de la part de ses parents parce qu'ils pensaient plus à la former en tant que future impératrice. Mais quand même, mais la maison d'édition, apparemment, ça les avait pas étonnés, que ce soit, voilà, que ce soit Agrippine le personnage préféré. Donc, je me pose des questions, je me demande quelle évolution aura ce personnage dans la suite. Le second livre dont je voulais vous parler a été un véritable coup de cœur. C'est Le Reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions Magiques Mirror. J'ai adoré, encore une fois, c'est un personnage féminin très ambigu. On va sur, c'est une réécriture à la fois de Phèdre, de Racine et de Blanche-Neige, je vais y arriver. Mais vraiment très bien retravaillé, très bien pensé. Et voilà, avec des personnages féminins très ambigus comme je les aime. Parce que voilà, il ne faut pas cantonner les femmes non plus à des petites choses fragiles. Elles peuvent aussi être fortes, elles peuvent aussi être manipulatrices. Voilà, c'est... L'égalité, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas tout blanc, tout noir, et voilà, et on est fait de plein de nuances de gris, et c'est ça qui rend les personnages, je trouve, très intéressants. Et Kirsten, vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré. Elle est, alors, comme vous pouvez le voir, il y a voilà, comme une brisure dans une sorte de glace. En fait, Kirsten est défigurée. Elle a été, alors, c'est une princesse ou une noble, je ne sais plus si elle est princesse ou non, elle fait partie d'une famille noble, et voilà, lors d'une attaque, elle a été blessée, elle a été défigurée. Donc évidemment, à cette époque-là, la beauté étant... Enfin, à cette époque-là, c'est dans un monde imaginaire, mais on imagine voilà, un monde plus moyenâgeux, médiéval. Et effectivement, la beauté compte beaucoup, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est d'essayer de lui faire un bon mariage. Et Kirsten se retrouve obligée de se marier à un homme qui a perdu son épouse adorée. Donc quand elle arrive dans ce royaume, elle est pas du tout bien accueillie. Son mari ne s'occupe absolument pas d'elle. Pire que ça, quand elle essaie d'avoir des gestes sympas envers lui, de l'écouter, euh, de le soutenir, il l'envoie promener comme une moins que rien. Les domestiques s'occupent à peine d'elle parce qu'elle n'a pas d'importance. C'est vraiment terrible parce qu'elle essaie d'envoyer des signaux de paix, et en fait elle est repoussée à chaque fois jusqu'au jour où le fils de son époux revient au château, et il va petit à petit se nouer une relation entre eux deux. J'ai adoré ce personnage parce qu'il y a un moment, avant le milieu du récit, je pense, où il y a un retournement de situation auquel je ne m'attendais absolument pas, que je n'ai pas vu venir. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin du roman. On a vraiment tout ce qu'on croyait savoir, tout est faux. Revoyez tout à zéro, tout est faux. Kirsten, c'est un personnage mais incroyable, d'une force incroyable, et oui, tout ce qu'elle a fait pour en arriver là, oui, ça peut être effectivement très discutable, mais comment lui en vouloir avec tout ce qu'elle a vécu? Et franchement, l'autrice, elle nous a fait un personnage féminin que j'adore. J'avais rencontré en salon, l'autrice, elle a dit qu'elle avait eu beaucoup de mal à écrire ce personnage, parce que c'est vrai que c'est un personnage, je pense qu'on peut vite détester aussi, mais moi je comprends tellement ses raisons que voilà, je l'ai adorée malgré tout ce qu'elle fait, voilà, malgré ses comportements, oui, complètement discutables, mais c'est un personnage que j'ai adoré, et franchement jusqu'au bout, on est tenu en haleine sur l'histoire de Kirsten, et c'était juste incroyable. Bon, il y a un petit peu de douceur quand même par moment, mais voilà, c'est vraiment, je ne l'ai pas vu venir, et
J'ai adoré. Je vous conseille, hein, c'est vrai que Magic Mirror, c'est une maison d'édition indépendante qui se spécialise dans la réécriture de contes. J'ai plusieurs romans de chez eux. Voilà, j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment je trouve des choses très intéressantes à proposer. Et voilà. Et là, franchement, mais allez-y quoi, parce que Kirsten, rien que pour Kirsten, lisez ce roman. Pour continuer avec les femmes de pouvoir, j'ai ici le tome 1 de Demos, La bénie de Césarée de Lise Chrysler aux éditions Gulfstream, qui est un très très bel objet livre d'ailleurs. Alors c'est un livre que j'avais reçu en service presse numérique, et je voulais tellement le lire que voilà, d'habitude je prenais plus beaucoup en numérique. Mais là je l'ai pris quand même, et pour finir je l'ai acheté après en papier tellement il m'a plu. Je crois qu'il y aura, je sais plus si c'est 3 ou 4 volumes, ça doit être 4 je crois. 4 volumes, et en fait à chaque fois on va suivre un personnage différent. Donc à la limite celui-ci vous pouvez le lire tout seul, vous n'êtes pas obligé de... Le prochain doit sortir bientôt. Là il me semblait que c'était en mars, mais j'ai pas vu d'annonce sur Gulfstream, donc peut-être en avril-mai. Mais en tout cas, voilà, l'histoire se suffit à elle-même. C'est pareil, on est dans un monde, vous voyez, d'inspiration romantique. On va aussi avoir un royaume rival, le royaume d'Arthos, qui pour le coup, je trouvais plus d'inspiration Irlande, celtique ou viking, ou même si c'est pas du tout les mêmes, historiquement, c'est pas du tout la même époque, mais voilà, quelque chose de voilà d'un peu plus, situé un peu plus à l'ouest, et voilà, qui ferait peut-être penser à l'Irlande, voilà, pas préhistorique, mais du passé. Mais là, on va surtout s'attacher au pas de Virina, qui est donc impératrice. Alors, on commence très très fort ce roman, puisqu'on assiste au... alors, d'une part, il y a le royaume d'Arthos qui est en train de s'emparer du royaume de Virina. Virina n'est encore qu'une très jeune fille. Toute sa famille est tuée, et dans le même temps, alors que les troupes d'Arthos ont pénétré dans le palais et vont s'emparer du palais, elle est ce qu'on devient la bénie de Césarée, qui est un dieu. Il y a 4 dieux dans ce monde, et ces dieux peuvent intervenir auprès des humains, interférer avec eux, leur parler. Elle devient sa bénie, c'est-à-dire qu'il va sans arrêt, on va avoir des discours dans la tête de Virina, où elle va discuter avec ce dieu. C'est pas de la folie, hein, c'est vraiment comme ça. Les dieux, voilà, ils se choisissent un ou une bénie, ils lui donnent des pouvoirs, et en même temps, il lui parle. Bon, vous doutez bien que tout ça n'est pas gratuit. Évidemment que ce dieu a quelque chose derrière la tête. Et Virina, en même temps, donc, elle devient cette bénie de Césarée, ce qui fait qu'elle acquiert de grands pouvoirs, alors de guérison qu'on ne verra pas beaucoup, mais surtout de destruction, notamment par le feu. Et là, du coup, elle balance toute l'armée du royaume d'Arthos et reprend le pouvoir. Sauf que désormais, elle est seule, puisque toute sa famille a été assassinée. Donc ça commence d'une façon assez violente quand même. Alors, Gulfstream, normalement, c'est young adulte, mais encore une fois, young adulte, ouais, c'est assez violent quand même. Et on va la retrouver des années plus tard. Elle est impératrice, et elle est très embêtée par les gens du Sénat qui complotent dans son dos, qui voudraient mettre sa cousine à sa place. Voilà, ils ne sont pas très contents de la voir comme impératrice. Bon, vous voyez, c'est un peu le côté romantique où il y a toujours des gens qui complotent les uns contre les autres. Elle en a parfaitement conscience, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit à quel point le pouvoir peut rendre fou. Un peu comme Agrippine, dont je vous ai parlé avant, qui est limite paranoïaque, pour pas dire complètement. Virina, c'est pareil, elle ne fait confiance à personne, et elle ne sait pas à qui elle peut faire confiance. Et c'est un personnage tellement... Alors c'est pareil, elle commet des actes atroces, mais en même temps, on va avoir des flashbacks, on va connaître son passé, et vu tout ce qu'elle a vécu, on comprend aussi pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle a cet instinct de ne faire confiance à personne. Et, voilà. Et on se rend compte à quel point l'exercice du pouvoir peut rendre fou, peut rendre paranoïaque, vous isole complètement surtout. C'est ça le problème. Il y a notamment, il capture le général en chef des troupes d'Arthos, qui se trouve être le demi-frère de l'empereur d'Arthos. Et lui dit, oh non, en fait, je me suis rendu à vous parce que mon demi-frère voulait se débarrasser de moi, et je suis prêt à vous servir. Donc Virina le prend plus ou moins comme esclave personnel. Donc vous doutez bien qu'il va y avoir un petit début de quelque chose aussi entre eux deux. C'est eux deux qu'on voit d'ailleurs ici. Là, pour une fois, en plus, c'est pas des personnages si jeunes que ça, puisque lui, il a une petite trentaine d'années, et Virina doit en avoir 25 ou 28 quand même.
Et voilà, on sent qu'ils voilà, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais elle se méfie. Voilà, et ça joue avec nos nerfs tout au long du roman, je trouve. Genre pareil, ce roman, ça a été un coup de cœur. Il a fallu que j'écrive à l'autrice tout de suite après l'avoir fini. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, mais j'étais en voiture. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce roman. C'est fou, ce personnage féminin, c'est pareil, encore une fois. Voilà, c'est des personnages très ambigus, c'est des personnages que j'adore. Et, euh, et elle est tellement fêlée de partout, Virina, qu'on comprend pourquoi elle est comme ça. Et voilà, ça la rend très attachante. Et si elle avait eu une autre enfance, une autre adolescence, peut-être qu'elle n'aurait pas été comme ça. Et on se demande à qui elle peut faire confiance. Nous-mêmes, on se pose des questions. On ne sait pas trop. Voilà, ça va très très loin quand même. Euh, Faut pas vous attendre à un monde de bisounours avec ce roman. Hein. C'est vraiment le pouvoir dans ce qu'il a de plus terrible, je trouve, de plus terrible, de plus terrifiant. Euh, Irina devient quasi une dictatrice en fait. Hein. C'est à s'isoler de tout le monde. Alors le Sénat, on comprend qu'elle ne veut plus des gens du Sénat, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait un équilibre au sein du pouvoir, qu'il y ait des gens qui puissent justement équilibrer les pleins pouvoirs de l'impératrice. Mais voilà, comme elle veut se débarrasser d'eux, c'est un peu plus complexe. Après, c'est vrai qu'il complote contre elle, ça on le sait dès le début. Donc c'est très compliqué pour elle. Et la fin m'a scotché aussi, quoi. C'est juste incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce roman. J'attends avec impatience la seconde partie pour savoir quel personnage on va voir et quelle route va prendre l'autrice, parce que là, clairement, elle nous parle de ce qu'est le pouvoir, je trouve, et dans ce qu'il a vraiment, encore une fois, de plus destructeur, ce qu'il a de plus isolant. C'est-à-dire que vous êtes seul quand vous êtes au pouvoir, il n'y a personne autour de vous, parce que vos alliés d'un jour peuvent être vos ennemis du lendemain, et c'est tellement vrai. Et vraiment, voilà, alors ne lisez pas, voilà, c'est pas parce que c'est le Gulf Stream et que la couverture est belle que ça va être un roman à l'eau de rose et tout mignon, hein, je vous le dis tout de suite. On n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais c'est vraiment un super roman que j'ai tout simplement adoré et que je vous conseille très fortement. Et pour finir, je voulais, il est à l'envers, c'est bien, vous parler des personnages féminins dans ces deux romans que j'ai lus de Michael McDowell, que sont Les Aiguilles d'Or et surtout Cathy. Voilà, j'aime beaucoup la façon, pareil, dont Michael McDowell décrit les femmes dans ses romans. Des femmes qui sont complètement badass, d'autres qui sont très gentils et beaucoup qui sont en demi-teinte. C'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Les couvertures sont magnifiques parce qu'en fait, quand vous regardez bien les couvertures et même l'arrière, ça vous raconte en fait toute l'histoire du livre, ça vous résume le roman. Dans Les Aiguilles d'Or, alors nous sommes toujours dans les deux romans, nous serons dans la deuxième partie du 19e siècle, voire fin du 19e siècle aux États-Unis, et on va suivre dans Les Aiguilles d'Or deux familles. Une famille qui, grâce au patriarche qui est juge, a réussi à s'élever dans la bonne société, dans la haute société. Et on va suivre une famille issue de l'immigration, dont le patriarche et le fils aîné sont en prison ou morts. Et c'est donc une femme qui va devenir la matriarche de ce clan, et une femme qui est juste incroyable. J'ai adoré ce personnage féminin. Alors c'est pareil, hein, elle ne fait pas dans la dentelle, hein, je vous le dis tout de suite. Alors j'aimerais bien retrouver les noms des deux familles, je ne sais plus. Alors nous avons les Stalsworth qui sont les gens de la bonne société et les Shanks qui sont voilà, des criminels en fait. Mais après on comprend aussi, voilà, ils sont arrivés pauvres immigrés, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour s'en sortir, et puis voilà, les hommes ont été mis en prison, donc vous imaginez pour les femmes de ce clan, c'est pas évident de se retrouver toute seule, voilà, sans hommes pour les défendre, et c'est la matriarche qui va prendre tout en charge. Et le personnage est juste incroyable. Et en fait, on va voir ces deux familles s'opposer parce que le père Stalsworth a décidé de faire un exemple en éradiquant la criminalité, et notamment dans un quartier. Évidemment, il se retrouve face aux Shanks et il ne fait pas non plus dans la dentelle, il est très dur. Et puis, il y a tout ce côté hypocrite de la bonne société qui dit « Ah oui, mais voilà, il faut rien pour s'en sortir.
les criminels, hein, voilà, enfin, les criminels, les pauvres, c'est bien fait pour eux. Après tout, ils n'ont rien fait pour s'en sortir. C'est voilà, alors que ils vivent dans une misère incroyable. Les enfants sont obligés de travailler très tôt. Il y a de la prostitution. Les femmes sont, voilà, sont toujours en danger dès qu'elles mettent le bout du nez dehors. Enfin, c'est un monde sans pitié et ils n'ont pas demandé ça. En plus, ils ont quitté leur pays, c'est pour trouver un ailleurs meilleur. Et pour qu'on te fait, bah, ils se retrouvent dans, voilà, encore une fois, les pieds dans la gadoue. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage voilà, de la matriarche, mais aussi il y a ses deux filles, il y a sa belle-fille aussi, qui est un personnage très intéressant puisque sa belle-fille, elle est métissée. Je crois que c'est un quart de sang afro-américain, donc on ne voit pas qu'elle a du sang noir, enfin noir, du sang, voilà, qu'un de ses ancêtres était un mulâtre, hein, quand c'était demi-sang, je crois. Et elle a la peau très blanche. Donc voilà, elle arrive à se glisser parce que si elle dit qu'elle est voilà qu'elle a des origines afro-américaines, mais ça va être enfin, vous doutez bien qu'il n'utilise pas le mot afro-américain hein, dans le livre, mais voilà, si elle le dit, ça va être une catastrophe, ça, parce que c'est forcément une engeance du mal aussi, quoi. Voilà. Donc il y a tous ces personnages féminins qui sont très intéressants. Du côté d'Elsa Salsworth, il n'y a que la fille du juge qui est un peu plus douce, un peu plus intéressante, mais un peu comme le personnage gentil de Cathy, peut-être plus creux et peut-être moins intéressant à suivre. Mais voilà, j'ai vraiment adoré l'opposition entre ces deux familles et le fait que d'un côté, on est une matriarche, qu'on est des femmes voilà, qui se retrouvent sans hommes et qui sont obligées de se débrouiller seules. Alors oui, encore une fois, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des anges, mais en même temps, on comprend pourquoi elles sont obligées d'agir comme ça pour pouvoir se défendre et pouvoir survivre aussi dans un monde d'hommes. Et puis nous allons finir avec la fameuse Cathy dont je vous ai déjà parlé, qui est un personnage qui m'a complètement traumatisée. Je le redis, mais je crois que parmi tous les tueurs en série que j'ai pu découvrir dans de la fiction, je parle de la fiction, je parle pas des vrais tueurs en série, moi c'est beaucoup plus horrible et effrayant, mais je crois que de tous les tueurs en série, hommes-femmes confondus, que j'ai pu croiser dans mes lectures, je pense que Cathy, alors elle arrive en tout cas dans mon top, mais je me demande si c'est pas la pire. Je vous promets, dès les premières pages, ah ben le personnage est posé, alors que ce n'est encore qu'une enfant. Voilà, c'est une psychopathe, elle est incapable de la moindre empathie. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle se balade avec son marteau, hein, si vous vous donnez un peu l'image du personnage. Voilà, et elle aime bien taper du marteau en fait sur la tête des gens. Et en plus, Michael McDowell lui a donné un don, celui de prédire l'avenir. Vous voyez, bon, c'est voilà, elle est capable voilà, rien qu'en vous touchant ou parfois même en vous regardant, de prédire ce qui va vous arriver, ce qui est assez affolant. Et puis bien sûr, avec les autres membres de sa famille, tout ce qui les intéresse, c'est de voler l'argent aux autres. Et sa route va croiser celle de Philomena, je crois, c'est comme ça, Philomela, pardon. Abrégé Philo tout au long du roman, qui elle pour le coup est l'inverse complètement. C'est une gentille fille. Alors sa mère a fait un mariage qui n'a pas été approuvé par ses parents, donc il se retrouve dans la pauvreté. Son père est mort, sa mère est malade, elle essaie de tout faire pour s'en sortir, et à chaque fois on se dit ça y est, elle va s'en sortir, il y a quelque chose de bien qui lui arrive, à chaque fois il lui arrive une merde. Ça ne loupe pas. Après, Michael McDowell s'est beaucoup inspiré de ce qu'on appelait les Penny Dreadful à cette époque-là aux US, qui est un peu l'équivalent de nos feuilletons. On avait, nous, en France aussi, en fin du 19e siècle, notamment avec Eugène Sue et les mystères de Paris. C'était voilà, des histoires qui étaient vendues sous forme de journaux à un penny. Et voilà, donc comme il fallait sans arrêt qu'il y ait des cliffhangers et qu'on attire le chaland et qu'on pousse les gens à acheter la suite, il y avait toujours des fins, voilà, des cliffhangers, et on voulait savoir la suite. Donc on a vraiment cette impression-là avec Philo, parce qu'à chaque fois, il lui arrive que des merdes. On se dit, mais c'est pas possible. Et à chaque fois, elle arrive quand même à trouver une solution, quelqu'un vient l'aider, et à chaque fois, elle retombe dans un autre piège, et elle se fait avoir, et malgré tout, elle reste très gentille, très, voilà, et on se dit, oui,
le bien n'arrive qu'aux personnes bien. Bon, voilà, mais on sent que c'est très sarcastique dans la plume de Michael McDowell. Voilà, c'est du sarcasme, hein. On ressent aussi dans les aiguilles d'or. Il y a un côté, voilà, c'était noté autour du bandeau. Je l'ai même gardé le bandeau parce que on sent que l'auteur s'est fait plaisir à inventer ces personnages-là en fait et à leur coller vraiment toutes les étiquettes qu'il voulait. C'est-à-dire d'un côté vous avez une véritable psychopathe qui est Cathy, puis de l'autre côté vous avez Philo qui est le bien même, quoi, la représentation du bien sur Terre. Et je sais pas, on voit d'ailleurs Cathy sur la photo, mais on voit pas tellement. Elle porte un marteau, mais on le voit pas tellement. Mais voilà, c'est une horreur. On voit l'opposition de ces deux femmes, parce qu'en fait, elles se rencontrent pas tout de suite. C'est le grand-père de Philo, alors que bon, Philo travaille très dur. Sa mère est malade, elle ne peut plus vraiment travailler, et elles reçoivent un courrier du père de sa mère, de son grand-père maternelle, qui a chassé sa fille puisqu'elle avait fait un mariage qu'il n'a pas accepté. Et il écrit pour dire j'ai ton frère, enfin il a un fils aussi, ton oncle et ton frère a épousé une femme, mais et elle est venue avec sa belle-fille, et pas sa belle-fille, je sais plus pour qui elle les fait passer. Enfin bref, avec Cathy, puis avec le père de Cathy. Et il s'insinue dans la vie de ce vieil homme. En fait, c'est pour lui prendre ses richesses. Et voilà, dans sa lettre, il s'excuse. Il dit à Philo et à sa mère, je vais vous donner de l'argent, mais venez m'aider, voilà. Et bon, malheureusement, il est trop tard le temps que Philo puisse agir. Et voilà, bon, Philo va essayer de mener une autre vie, mais à chaque fois, elle croise la route de Cathy. Et on se dit, mais ça va très mal finir, cette histoire. Cathy est horrible. Alors attention, je l'avais déjà dit quand j'avais chroniqué le livre, mais trigger warning sur les animaux, hein. Et dès les premières pages, hein. Quand je vous dis que le personnage de Cathy est posé tout de suite dès les premières pages alors qu'elle est qu'une enfant, ça va très fort, hein. Moi je sais que je suis très sensible aussi quand on s'en prend aux animaux, c'est waouh. Quand même, voilà, donc voilà, il y a deux scènes comme ça qui sont quand même assez dures au niveau des animaux. Mais voilà, Cathy est un personnage monstrueux en fait. Et voilà, vous avez vraiment cette antinomie entre ces deux femmes, entre Philo et Cathy, qui est très bien faite, quoi. C'est vraiment très prenant. Et je voulais vous parler de ce personnage parce que voilà, la monstruosité existe aussi chez les femmes. Voilà, on a aussi des psychopathes chez les femmes, hein, même si c'est un petit peu moins répandu, ou on en parle moins, je sais pas trop. Mais en tout cas, là, ce personnage, il est juste incroyable. Mais incroyable d'horreur parce que je veux dire, à aucun moment elle se dit ce que j'ai fait est mal, ou non, elle ne pense pas, elle prédit l'avenir, argent, 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 faut que je prenne l'argent aux gens, donc avec sa belle-mère et son père, et puis le reste, je m'en cogne, et oh, si je peux détruire une cervelle ou deux en passant, ça peut être cool aussi, quoi. C'est vraiment un personnage, je suis obligée d'en rire, heureusement que c'est une fiction, parce que, ouais, elle aime tuer, mais je sais même pas si elle prend autant de plaisir que ça à tuer. C'est non. On a l'impression que c'est inscrit dans son cerveau qu'elle, tout comme elle a ce don de prédire l'avenir, il faut qu'elle tue, quoi. C'est plus fort qu'elle. Voilà. Puis évidemment, avoir de l'argent. Mais alors, c'est vrai qu'avec son père, on a l'impression d'avoir en même temps deux décérébrés qui sont incapables de penser par eux-mêmes. Heureusement que la belle-mère est là. C'est le cerveau, on va dire, de l'histoire, parce que son père et Cathy et son père, ils sont incapables de réfléchir, même de se protéger eux-mêmes des fois, tellement ils sont... Voilà, ils ont qu'une obsession. Alors Cathy, effectivement, c'est de tuer. Son père, il aime bien jouer, voilà. Il faut tuer des gens pour gagner de l'argent ou pas payer ses dettes, ça ne le dérange pas non plus, quoi. C'est vraiment une famille de tueurs dans toute sa splendeur. Et à côté, on a d'autres gentils Philo. Et voilà, donc voilà, ça a quand même une petite morale dans l'histoire. Mais ouais, on sent que l'auteur, il y a quand même énormément un côté second degré quand même dans cette écriture. Mais voilà, ce personnage de Cathy, alors attention encore au trigger warning. Mais si vous n'avez pas peur, allez-y, c'est vraiment un personnage à découvrir. Voilà, je termine ici cette vidéo sur ces femmes marquantes de la littérature que j'ai pu lire récemment. Oui, je vous ai peut-être pas présenté les plus sympas, mais voilà, je voulais montrer aussi que c'était des personnages intéressants dans le sens où elles étaient complètement ambiguës, dans le sens où c'était des femmes aussi de pouvoir, des femmes qui n'attendaient pas après quelqu'un pour les aider, qui se débrouillent toutes seules et qui font face toutes seules à leur destinée. Et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant dans ces portraits
de personnages féminins qui, voilà, qui pour moi vraiment représentent beaucoup de choses, voilà, qui sont très nuancés, des personnages très ambigus comme vraiment je les adore. Alors à part Cathy qui n'est pas du tout ambiguë pour le coup, mais voilà, c'est un petit peu contrebalancé par Philo qui est elle très, voilà, qui est une figure vraiment très solaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous intéresseraient, que vous aimeriez découvrir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!